Professeur Denis Mukwege, bonjour. Merci d'être notre invité. Si le qualificatif de personnalité exceptionnelle a un sens pour vous, il en a un grand. Vous êtes l'homme qui répare les femmes. Vous êtes celui qui est intervenu pour sauver au moins 40 000 femmes victimes de violences sexuelles aux Républiques démocratiques du Congo. Aujourd'hui, à Paris, vous rencontrez les autorités, on va en parler dans quelques instants, et on peut parler de sacre pour vous, de reconnaissance de votre travail. Quel est votre sentiment ? D'un travail qu'il faut achever. Je crois que la souffrance des femmes congolaises, nous avons essayé de porter à la connaissance du monde ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous attendons des réponses concrètes pour que ces femmes puissent retrouver leur dignité. Oui, on va voir des images. Vous avez rencontré hier soir le président François Hollande. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Le soutien de la France, évidemment. Vous savez, le Congo, c'est un pays francophone avec 70 millions d'habitants, donc c'est le plus grand pays francophone. Évidemment, nous attendons le soutien de la France pour cette question qui est une question cruciale. On ne voit pas le développement du Congo sans résoudre le problème de la sécurité. Qu'est-ce que vous attendez du président Hollande et de la France en particulier ? Je crois de la part de la francophonie, nous attendons un soutien pour mettre fin à cette terreur qui se porte sur les femmes et les enfants. Oui, quand je disais 40 000 femmes depuis 15 ans, c'est le vrai chiffre ? Ça, c'est les chiffres des malades que nous, on a pu soigner. Mais il y a, par exemple, l'île Africa au nord Kivu qui soigne. Nous sommes au sud Kivu. Oui, au sud Kivu. Et donc, il y a aussi toutes les victimes qui n'arrivent pas chez nous, et donc qui sont soignées soit dans des hôpitaux périphériques ou dans des centres de santé. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous donner la prévalence réelle. Oui, vous avez présenté votre thèse donc, le 24 septembre à l'Université libre de Bruxelles, qui vous a donc décerné le titre de docteur en sciences médicales. On va voir ces images. C'est une reconnaissance aussi importante pour vous. C'est une reconnaissance, mais c'est aussi un travail. C'est un travail de 10 ans où, à la création de l'hôpital, nous avions créé une base de données. Et cette base de données nous a permis finalement à pouvoir faire des travaux de recherche. Et le couronnement de ces travaux de recherche a été cette thèse que nous avions présentée effectivement le 24 de ce mois. Oui, aujourd'hui, ce combat se poursuit. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous, docteur Mukwege ? Le plus urgent, c'est ce que les femmes nous demandent. Lorsque je pose cette question aux femmes, quand je demande aux femmes congolaises, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? La réponse est unanime, nous voulons la paix. Et je crois que sans paix, ces femmes, malheureusement, ne peuvent pas elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, elles ne peuvent pas nourrir leur famille, elles ne peuvent pas cultiver. Et donc, tout se bloque, puisque tout simplement, il n'y a pas la paix. Oui, un document de Maud Salomé Ekila, un extrait donc d'un film qui est en préparation. Je vous propose d'écouter un de ces témoignages. Alikuya magharibi saa 10 wakuya tushambulia batoto kushangilia hivi bakaanza banabakatakata na mipanga na baba abo ndio bakaniingilia kuchumba nilikimbiliaka bakanibaka batano bote ndio balinipitaka mie balinibakaka na bakachoma nyumba yote. Ces images donc terribles sont des témoignages face auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Malheureusement, c'est dur puisque quand on écoute tous les jours des témoignages de ces femmes, des témoignages de ces enfants, effectivement, on s'est dit il faut que ça arrête et le plus vite. Oui, il y a des coupables derrière cela. Qui sont-ils, ceux qui commettent ces atrocités ? Lorsqu'on peut analyser en fait ce qui s'est passé, tout a commencé avec l'entrée des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Il y a eu la première guerre en 1996 et nous, on a enregistré les premières victimes en 1998. Et à cette époque-là, c'était beaucoup plus les armées étrangères, donc du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, qui commettaient ces actes. Et progressivement, il y a eu des groupes armés congolais qui se sont
formés pour, soi-disant, en fait, une défense populaire, mais finalement, ils sont tombés dans la même chose. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est un mal qui est en train tout simplement d'infiltrer toute la société. Oui, vous dites que c'est une arme de guerre, une arme de destruction massive, le viol. Absolument, puisque lorsque les femmes sont violées en présence de leur mari, en présence de leur communauté, c'est une humiliation totale et souvent ça aboutit à une désintégration familiale où les enfants se retrouvent seuls parfois puisque les parents ont été tués, etc. Et je crois que vous avez des villages entiers qui se déplacent. Et donc, ça entraîne un déplacement massif de la population. La femme qui vient de témoigner, en plus d'être violée, le mari tué, les enfants tués, sa maison a été brûlée. Donc, sur le plan économique, c'est une catastrophe. Oui. Donc, sur le plan social, effectivement, les femmes sont rejetées. Je crois que l'ensemble de ces actes font que c'est une arme efficace. Une arme est donc planifiée comme telle, organisée comme telle. Il y a des responsables qui organisent l'utilisation de cette arme de guerre. Lorsque nous savons avec certitude, d'ailleurs certains sont même passés en justice, on ne peut pas violer 200 femmes dans un village par un groupe groupes armés ou des soldats sans le planifier. 200 femmes qui sont violées dans une nuit, ça veut dire qu'il y avait une planification pour pouvoir les faire. Et là, il y a des jugements qui ont été faits où des gens ont été reconnus coupables. La seule chose, c'est qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre l'impunité. Je crois qu'il ne faut pas choisir 3-4 criminels et s'arrêter là. Je crois qu'il faut trouver un mécanisme qui permet de mettre fin à cette arme, à cette stratégie de guerre. On voit des images du film « L'homme qui répare les femmes ». C'est un film donc, de Thierry Michel et Colette Brackman qui vous est entièrement consacré. Ce film a été interdit en République démocratique du Congo. Vous condamnez évidemment cette décision. Vous dites qu'il faut faire avancer la vérité. Absolument, on ne peut pas avoir un changement si on ne connaît pas la vérité. Et à notre humble avis, le peuple congolais doit connaître son histoire. Le peuple congolais a droit à connaître la vérité et c'est la seule façon d'avoir ses droits à la mémoire collective. Et aujourd'hui, en interdisant ces films, on s'interroge beaucoup. Le film qui sera donc projeté ce soir pour l'ouverture de la quinzaine du cinéma francophone au Centre Wallonie-Bruxelles. Il y a une nécessité de prise de conscience internationale aujourd'hui. Vous avez reçu le prix Sakharov, vous avez reçu le prix des droits de l'homme des Nations Unies, un certain nombre de prix. On voit ici Hillary Clinton à vos côtés, une reconnaissance américaine. Il faut véritablement cette mobilisation internationale pour qu'aujourd'hui les choses bougent. Absolument. Je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a des gens qui veulent faire comme si c'était un problème congolais, que le viol, il y a ceux qui ont appelé Congo la capitale du viol, mais je crois que ce sont des interprétations, des fuites en avant. Aujourd'hui, on voit très bien que le viol est utilisé dans tous les conflits, y compris les conflits en Europe. Donc, à la porte de l'Europe, ex-Yougoslavie, le viol a été utilisé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience de cette arme qui est une arme tout simplement qui nous déshumanise, une arme qui détruit notre humanité. Et il n'est pas acceptable de ne pas, nous tous, nous liguer ensemble et donc faire une solidarité pour lutter contre cette stratégie de guerre. Oui, et docteur Mukwege, vous avez été cité plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. On parle de vous encore pour le prochain prix Nobel. C'est quelque chose qui va dans le sens d'une reconnaissance de toutes ces victimes aussi. La reconnaissance de ces victimes, oui. Et je pense que ces victimes ont droit de cette reconnaissance. Elles ont droit que, d'abord, au niveau local et au niveau national, qu'elles soient reconnues comme victimes et qu'il y ait des réparations qui doivent être faites par rapport à ce qu'elles ont subi. Il ne suffit pas seulement de les reconnaître, mais aussi réparer ce qu'elles ont subi. Elles avaient droit à une protection qu'elles n'ont pas eue. Nous tous, on avait l'obligation de les protéger et on ne les a pas protégées. Je crois qu'il faut arriver à un moment de dire, on n'a pas fait notre devoir,
nous présentons les excuses et nous réparons ce qui a été fait. C'est une démarche que nous ne pouvons pas ne pas faire cette démarche. Oui, avec le docteur Guy Bernard Cadière, vous menez aussi ce combat international qui est aussi un combat médical avec des avancées exceptionnelles pour réparer ces femmes, réparer ces dommages de guerre. Il y a la dimension médicale aujourd'hui aussi qui est reconnue aujourd'hui de votre travail. C'est aussi une avancée considérable aujourd'hui de parvenir à réparer ces femmes, une avancée médicale. Absolument, puisque je travaille avec effectivement Guy Bernard, où nous prenons en charge sur le plan médical donc la réparation physique de ces victimes. Et nous avions pu mettre des classifications. D'abord, nous avons clarifié les étiologies, puisque finalement, il y avait les différentes lésions qu'on soignait, mais qu'on ne pouvait pas très très bien savoir comment ces lésions ont été faites. Et donc, on a clarifié les étiologies qui nous ont permis de pouvoir classifier ces pathologies et faire des traitements qui sont des stratégies opératoires adaptées. Oui. Et je crois que ça c'est une avancée sur le plan médical. Quand je disais, vous êtes aussi surnommé le docteur Courage, vous avez failli perdre la vie, vous avez failli être tué. À plusieurs reprises, vous êtes menacé. J'allais presque dire, docteur Mukwege, rien ne vous arrêtera dans ce combat. Je vois très mal comment on peut s'arrêter quand on est devant les témoignages que vous venez de nous projeter. Je crois que nous avons une responsabilité et je crois que chacun doit faire ce qu'il peut faire. Et moi, je considère que sur le plan médical, j'essaie de faire ce qui est sous ma responsabilité pour soulager cette misère, pour donner la dignité à ces femmes. Mais ceci étant, il y a beaucoup d'autres choses à faire autour de ces problèmes. Et il faudrait que chacun prenne une ses dimension responsabilités. politique. Mais évidemment, cela dérange certains, ce combat que vous menez, qui fait que vous êtes menacé. Si je suis menacé, c'est qu'il y a des gens qui sont dérangés. Mais je crois que le fait d'être dérangé ne peut pas nous amener à céder ou à se lasser. Au contraire, nous sentons que nous sommes sur une bonne voie et nous demandons justice, et nous luttons contre l'impunité, puisque nous avons cette conviction que tant que l'impunité va durer, ces types de barbaries vont continuer. Et elles continuent en ce moment, ces barbaries. Elles continuent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Dr Mukwege, à l'occasion de votre passage à Paris. Merci d'avoir été l'invité exceptionnel de TV5 Monde. Je vous en prie, messieurs.